Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a conféré dernièrement avec une délégation de Banyamulenge. C'était à la cité de l'Union africaine. Question de leur sensibiliser à vivre en harmonie et en paix avec les autres communautés de l'Est du pays. Suivez. Dans sa quête de restaurer l'autorité de l'État, ramener la paix et la concorde sur le territoire national, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accepté de conférer avec quelques membres de la communauté Banyamulenge le samedi 15 février à la Cité de l'Union africaine. L'on se souviendra que lors de son séjour à Londres, au Royaume-Uni, le président de la République avait rappelé la nécessité pour les membres de cette communauté de vivre en harmonie avec leurs compatriotes de l'Est du pays. Il a tenu à rappeler cette nécessité devant des représentants Banyamulenge tout en mettant en évidence le respect des lois de la République censées être au-dessus de tous. Cette audience est la première d'une série que le chef de l'État va accorder également à la communauté Bembe. Les membres de la communauté Banyamulenge avaient été conduits auprès du chef de l'État par le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, M. Claude Ibanlanki. Ce dernier a reçu mandat notamment de prévention et résolution des conflits communautaires dans la partie est du pays. Un souhait qu'exprime l'un des représentants Banyamulenge, Monseigneur Jérôme Garengwa, qui donne ici une piste de solutions qu'il a présentée au président de la République. Par quels moyens? Pas la guerre, pas la répression, par une sorte de catéchisme politique, que les gens comprennent que vous êtes frères, vivez ensemble. On lui a rappelé ça, moi je lui ai dit, c'est le président, vous êtes le père de la nation. Nous sommes comme vos fils malgré nos âges, il a 82 ans. Nous venons vous dire, aidez-nous, les enfants se battent. Donc nous sommes à devoir que monsieur le président, c'est le père, il se lève, la fin va finir. Inauguration hier jeudi de nouveaux laboratoires au Centre national des recherches biomédicales INRB. Les rubans a été coupé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ces laboratoires sont capables de manipuler des pathologies dangereuses dont le coronavirus. Pompon Umba et Françoise Bouela étaient présents pour le compte de la RTNC. Plus besoin d'aller faire des essais techniques des pathologies dangereuses à l'étranger. L'INRB est désormais équipé en matériel hyper sophistiqué. Il s'agit notamment de ces laboratoires P3 avec locaux étanches équipés des matériaux facilement nettoyables et décontaminables. Le niveau de sécurité a été relevé d'un cran pour le personnel devant manipuler des échantillons comme ceux du Covid-19 dit coronavirus et pour l'environnement. Inauguré ce jeudi 20 février 2020 par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba en présence de quelques membres du gouvernement dont le ministre de la Santé publique, l'ambassadeur du Japon, la JICA, l'OMS, le nouveau complexe de l'Institut national de recherche biomédicale compte aussi un centre de formation avec auditoire d'une capacité de 150 étudiants et des salles de travaux pratiques et recyclage. Le prof a été informé que les premiers 26 étudiants proviennent d'une dizaine de pays africains et le corps professoral de la RDC, des États-Unis, de la France et tant d'autres. L'INRB devient à ce titre le centre sous-régional de recherche et le centre d'excellence Ebola RDC. Cette réalisation est une œuvre de la coopération RDC-Japon pour un financement de 31 millions de dollars américains. Dans les discours, Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, DG de l'INRB, a sollicité le soutien du gouvernement congolais. Au gouvernement, l'application dans les meilleurs délais du décret numéro 13/006 du 22 janvier 2013 du Premier ministre faisant de l'INRB un établissement public. En effet, la motivation du personnel est l'élément clé de la réussite de toute entreprise. Spécifiquement à la vice-prémature en charge de l'intérieur, de considérer désormais l'INRB comme un lieu stratégique national qui mérite une attention particulière. L'INRB manipule et conserve divers pathogènes dangereux et qui peuvent constituer une menace non seulement nationale, mais voire mondiale, surtout à cette ère du bioterrorisme. Les travaux de construction de ces infrastructures ont été lancés en 2017, exécutés par la cellule des infrastructures.
Face à la persistance de l'augmentation des prix de certains biens sur le marché, la ministre de l'économie nationale a lancé la mission de contrôle de prix sur toute l'étendue du territoire national. Gikitiki, Annie Mbalaka. Sauf des prix de biens de première nécessité sur le marché a dépassé les limites. Sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la supervision de l'ensemble du gouvernement, la ministre de l'économie nationale, Akasia Bandoubola Mbongo, a lancé la mission de contrôle des prix sur le marché, essentiellement basée sur la période allant 30 novembre 2019 au 10 février 2020. La particularité de cette opération de 10 jours est que les OPJ y ont été associés pour traquer les opérateurs véreux. La ministre de l'économie nationale, Akasia Bandoubola, espère, a des résultats positifs et promet des sanctions aux opérateurs récalcitrants. Généralement, la mission du contrôle économique se fait avec simplement les inspecteurs de l'économie nationale, mais il faut dire que cette fois-ci, nous avons associé les OPJ du parquet pour donner un caractère de fermeté à cette mission de contrôle économique que nous venons de lancer. Le résultat que nous aurons soit un résultat que nous allons proposer à l'ensemble du gouvernement. Nous avons l'objectif de faire ces contrôles parce que nous sommes en train de chercher la vérité de prix. Nous voulons concilier les prix sur le marché et le prix qui devait être appliqué en tenant compte de la marge bénéficiaire. Voilà pourquoi ces contrôles est très important et nous avons eu l'aval de tous les gouvernements afin de pouvoir réaliser ces contrôles. Et ces contrôles, c'est un contrôle qui peut aboutir à des sanctions lorsque nous trouverons des opérateurs économiques en dehors de la marge bénéficiaire ou en dehors de la loi. Madame Akasia Bandoubola a martelé auprès des missionnaires d'éviter la corruption. Elle les a exhortés à afficher un comportement digne et patriotique. Les phénomènes blanchiment des capitaux et financement du terrorisme qui tranchent les systèmes financiers du pays et l'économie congolaise suscitent un débat dans les salons des acteurs financiers et des assurances. C'est ce qui justifie la matinée de réflexion sur les deux fléaux, nous dit Eugénie Dada Chabani. Dans une économie congolaise marquée par la dollarisation, la faible inclusion financière et l'utilisation des cash dans les transactions commerciales, tous les ingrédients sont réunis pour exposer les pays au blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Deux phénomènes qui constituent une menace réelle au système financier, voire de l'économie en général. Face à cette réalité qui est d'actualité au pays, des Bankers Club a convié les acteurs du secteur financier et de l'assurance à un forum de réflexion et d'analyse des enjeux et risques du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en RDC. C'était une opportunité pour la Banque centrale du Congo, l'organe de régulation et de supervision du système financier congolais, d'expliciter les cadres légaux et réglementaires dans la lutte contre ces fléaux. Ces dispositions auxquelles les banques commerciales, les institutions de microfinance et les bureaux d'échange agréés sont soumis au strict respect. La non-conformité de ces dispositions expose les pays aux sanctions. Ce serait que le pays soit blacklisté, que nous ne puissions plus utiliser les réseaux des banques correspondantes à l'étranger. Comme vous savez, plus de 80% des transactions au Congo se font en dollars. Et donc, s'il s'avère qu'ils découvrent qu'il y a blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme à travers le système bancaire, ils peuvent prendre la décision d'arrêter de travailler avec la RDC. Et donc, nous n'aurons plus qu'à utiliser la monnaie locale. L'autorité de régulation et de contrôle d'assurance ARCA et l'Association congolaise des banques ACB ont tour à tour analysé les risques et les responsabilités des banques commerciales et des sociétés d'assurance et ont défini leur rôle par rapport à ces deux fléaux. Pour sa part, le président du Centre national des renseignements financiers a demandé aux banques commerciales de déclarer les soupçons de blanchiment des capitaux. Il a par ailleurs rappelé que la loi pénale congolaise condamne les auteurs et les complices du blanchiment des capitaux à une peine de 5 à 10 ans de servitude pénale. Le ministère des Finances et celui du Budget ont organisé conjointement une conférence de presse pour éclairer la lanterne des journalistes sur plusieurs questions d'actualité. Les directeurs des cabinets de ces deux ministères ont répondu aux préoccupations des journalistes sur l'état des finances publiques. Guy Matundu pour les commentaires.
Plan d'engagement budgétaire, plan de trésorerie, financement des ouvrages d'intérêt public comme le saute-mouton, autant de sujets que le directeur du cabinet du ministre des Finances a abordé avec la presse. Au sujet de la controverse entretenue après la publication par le ministère des Finances du plan de trésorerie, Vincent Ngonga a expliqué chiffre à l'appui que ce plan ne modifie pas la loi de finances de l'exercice en cours. Seul le Parlement peut décider de revoir le budget national. Concernant le financement des saute-mouton, le ministère des Finances dit débourser hebdomadairement un montant de près de 3 millions. Le gouvernement a déjà pris la décision de chaque fois de dégager 3,5 millions de dollars par semaine pour tout justement terminer avec les ouvrages relatifs au saute-mouton. Nous avons déjà fait un premier décaissement. Je crois d'ici à demain ou d'ici la fin de cette semaine, nous allons encore dégager un deuxième montant pour parachever tout justement ces ouvrages. Mais par-delà les saute-moutons, il y a encore d'autres ouvrages. Et ces mesures d'accompagnement de la mobilisation des recettes sont exécutées à 60%. Je crois que nous pouvons atteindre le score du budget 2020. Nous, à notre stade, au niveau du ministère des Finances et du budget, c'est surtout la mise en place effective de la chaîne de la recette. Mais maintenant, pour le reste, pour la lutte contre l'écoulage des recettes, contre l'évaporation fiscale, là, il faut compter sur l'appui de tout le monde. D'autres compléments d'information en rapport avec le budget de l'État ont été fournis par le directeur de cabinet du vice-premier ministre en charge du budget au cours de cette conférence de presse conjointe. Au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, la ministre d'État Néné Ilunga-Nkoulou a ouvert les travaux sur la mobilisation des recettes avec les inspecteurs du travail sur l'IPR et autres. Aussi, voulais-je dire, la fixation de taux, droits, taxes et redevances à percevoir au cours de cette année 2020. Robert Ndaye pour les reportages. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga-Nkoulou, s'active à mobiliser les recettes dans le secteur de l'emploi en République démocratique du Congo. Ce mercredi 19 février 2020, la patronne de l'emploi a ouvert les travaux des assises sur la mobilisation des recettes conformément à la loi des finances exercice 2020. Objectif, définir les stratégies à mettre en place pour non seulement la maximisation, mais surtout la mobilisation efficace de recettes au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. À l'issue des travaux, les experts du ministère, de secrétaires généraux et structures sous tutelle sont appelés à présenter un plan d'action de mobilisation des recettes bien élaboré. J'invite donc les experts à développer l'esprit d'abnégation pour qu'à l'issue de cette réunion, un plan concerté de mobilisation des recettes de l'exercice 2020 relatif au secteur de l'emploi et travail, section 62, et de la prévoyance sociale, secteur 63, élaboré et validé, me soit transmis le plus rapidement possible. Des échanges houleux ont permis de cerner les contours de stratégies à prendre pour atteindre les objectifs et donner le moyen au ministère pour que l'année 2020 soit une véritable année d'action, comme l'a souhaité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de Pétentique a signé 2 protocoles d'accord, d'abord avec la société Huawei et ensuite avec la société iDoc Group. Ces 2 entreprises veulent accompagner la République démocratique du Congo dans la transformation digitale et dans la création des infrastructures numériques qui constituent un frein au développement numérique du pays. Nono Mansekou revient avec plus de détails. De cette première édition du forum IDRC avec comme thème « Investir dans le numérique en République démocratique du Congo » organisé par les ministères des PTNTIC et parrainé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est sorti des protocoles d'accord signés entre la société iDoc Group et la société Huawei. Le ministre Augustin Kibasa Maliba a pu décrocher ces 2 partenariats après sa présentation basée sur la cartographie des opportunités d'investissement qu'offre la RDC dans les secteurs des télécommunications. La signature de ces mémorandums d'entente avec iDoc Group et Huawei permettra au pays de s'émerger dans la transformation digitale et la construction des infrastructures numériques, comme l'indique les conseillers du chef de l'État en charge du numérique. On ne peut pas parler du développement du numérique si on n'a pas d'infrastructures du numérique, des infrastructures de télécommunications. C'est la base.
c'est par où il faut commencer. La digitalisation des institutions et des activités de l'État va permettre à ce que le Congolais puisse avoir accès aux services digitalisés. Nous positionnons la SCPT, les sites de la SCPT, comme point d'accès aux services digitalisés. C'est-à-dire que demain, vous pouvez aller à la poste et faire votre demande de permis de conduire, faire votre demande de passeport, faire votre demande d'extrait de casier judiciaire. Il y a des développeurs locaux qui vont développer des applications, développer des solutions. Il faut que l'État ait des infrastructures permettant aux startups qui n'ont pas beaucoup de moyens dès le départ, mais d'accéder à ce genre d'infrastructures, mais à faible coût. Par ailleurs, le directeur général de Huawei, M. Adam Makiali, affirme que son entreprise est prête à contribuer à la création des infrastructures numériques et à aider l'élite congolaise dans le renforcement des capacités. À chaque famille et chaque organisation pour un monde entièrement connecté. On sait très bien que RDC est vraiment un grand pays et qui possède aussi des ressources très riches et qui a aussi une grande population, mais le taux de pénétration du réseau est vraiment très bas. On peut rester ici et aider le pays dans le développement du numérique. Juste avant, le ministre Augustin Kibasa Maliba a visité les stands de Huawei, cet opérateur équipementier qui depuis 2006 accompagne la RDC à la formation professionnelle et à la création de l'emploi. Plus de 3000 jeunes entrepreneurs ont reçu la subvention de la Banque mondiale pour renforcer leur économie. La coordination de la Banque mondiale soutient ces jeunes dans les domaines de PME. Regardez. Près de 3000 jeunes entrepreneurs répartis dans 4 provinces, à savoir le Congo central, Kinshasa, Nord Kivu et Haut-Katanga, ont reçu la subvention de la Banque mondiale via les institutions de la République. Ce crédit, évalué à hauteur de 100 millions de dollars américains, vise à renforcer les capacités locales pour les services de développement des entreprises en vue de soutenir la création des marchés et la croissance des 10 services. Le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, a dans son mot émis le vœu de voir la coordination de ce projet soutenir dans l'avenir les jeunes entrepreneurs des PME du secteur agricole. Ce projet de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo et la rationalité d'utilisation des fonds alloués ont été respectivement expliqués par le chargé et la représentante des opérations à la Banque mondiale. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, a exhorté les uns et les autres à s'investir dans ce projet pour que d'ici à 2023, les résultats attendus soient palpables. Mais cela n'est possible que si on a réussi le premier projet. Alors nous les politiques, l'objectif ultime, c'est de créer la classe moyenne à travers ces projets. Donnons la chance à ceux qui ne peuvent pas, comme nous, avoir $2 par jour. Le comité de gestion du projet, restez professionnel, restez rigoureux, restez extrêmement rigoureux, parce que si vous fléchissez, vous allez détruire ce projet et vous allez donc tuer la sémence. Moi, je considère ce projet comme une sémence. C'est un projet pilote. Ne détruisez pas la sémence. C'est par la remise de présents au ministre des PME, au gouverneur de province et à quelques membres de la délégation de la Banque mondiale par la coordination de ce projet que la cérémonie a pris fin. Cérémonie de remise des camions citernes par le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui a également visité les magasins de stockage de produits d'unique de la Régie des eaux, magasins bien équipés en produits chimiques, contrairement aux allégations véhiculées à travers les réseaux sociaux sur la rupture des stocks. Mireille Ndeke pour les reportages. L'eau, c'est la vie, mais l'eau potable, c'est la longue vie. Cette phrase du directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, a été prononcée au cours de la cérémonie de remise de 7 camions citernes à la direction provinciale de la Régie des eaux, en présence du vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du président de la République, qui fait de la desserte en eau potable au profit de la population l'une des priorités du gouvernement. Il a appelé au chef de l'État de faire bénéficier à la Régie des eaux, au travers de son objet hautement social, une enveloppe financière devant lui permettre de faire face
à certaines priorités dans le cadre de l'amélioration des services rendus à la population, partant de l'idée que l'eau, c'est la vie. De son côté, le vice-ministre Papli Punguluamba, qui a procédé à la remise provisoire des clés par le biais du DG Clément Moubiaï, a appelé les bénéficiaires à un bon usage. Aujourd'hui, nous venons de visiter le stockage, le magasin de stockage. On nous a dit qu'il n'y avait pas de produits chimiques, qu'on était en train de desservir de l'eau non potable. Et nous venons de constater que les produits chimiques sont là. Donc il n'y a pas à suivre ces mensonges, ces manipulations des ennemis de la République. Les autorités de la Régie des eaux fournissent vraiment de grands efforts pour servir à la population quinoise de l'eau potable et lutter contre les maladies hydriques. Il y a lieu de rappeler qu'une équipe de vérification sera installée par le directeur général de la Régie des eaux Clément Moubiaï pour s'assurer de toutes les spécifications en rapport avec le document avant l'utilisation de ces camions. Ouverture hier de l'atelier sur la conformité des activités ou opérations de la société Kibali Gold Mines aux obligations et aux standards internationaux en la matière. C'est le ministre de l'Environnement et Développement durable qui a lancé les travaux de cet atelier. Regardez. Échange sur la conformité des activités ou opérations de la société Kibali Gold Mines aux obligations environnementales et aux standards internationaux en la matière. C'est le thème de l'atelier ouvert ce 20 février 2020 à l'hôtel Memling par le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué. Peu avant, le directeur général de Kibali Gold Mines, Cyril Mutombo, a réaffirmé l'engagement de sa société et du groupe Barrick Gold de se conformer à toutes les obligations découlant de lois et règlements en vigueur en RDC, ainsi qu'à toutes les autres exigences qui découlent des standards internationaux dans le secteur des mines et de l'environnement. Je vous encourage donc à mener au cours de ces 3 jours des débats ouverts et inspirés en vue de sortir de ces assises des conclusions riches en enseignements pour nos actions de demain, dans l'intérêt de toutes les parties engagées dans les secteurs des mines et de l'environnement. Du 20 au 22 février 2020, les participants à cet atelier vont formuler des recommandations dans le but de sortir des conclusions riches dans les secteurs des mines et de l'environnement. Lutte contre la corruption et la fraude dans le domaine de l'aviation civile en République démocratique du Congo. La question était au centre des échanges entre le vice-ministre de la Justice et un groupe d'entrepreneurs congolais. Suivez. Comment démasquer fraudeurs et corrupteurs qui pilulent les aéroports tant nationaux qu'internationaux du pays? Les hôtes du vice-ministre de la Justice, Maître Bernard Takaï Chengumbi, lui ont soumis un projet visant à améliorer cette situation. Nous avons ramené un petit projet qui consistait à soutenir les efforts du chef de l'État dans la lutte contre la fraude et la corruption, surtout dans le domaine de l'aviation civile. Alors nous avons remarqué qu'il y a un peu de fraude par-ci par-là sur la gestion de l'espace aérien et ainsi de suite. Alors nous avons ramené un projet avec des équipements appropriés qui pourront nous aider à traquer toute personne qui oserait violer notre espace aérien, le survoler ou l'atterrir sans autorisation ou sans payer des frais comme il faut. Nous pouvons les démasquer et nous pouvons les traduire en justice. Donc voilà les petits projets que nous avons échangés avec le vice-ministre qui consisterait à créer ces petites cellules-là de la lutte contre la corruption et la fraude pour soutenir les efforts du chef de l'État. Ces projets seraient exécutés d'un moment à l'autre. Je crois dans un bref délai, nous aurons à exécuter cela. Il s'agira juste de mettre en place quelques équipements qu'on aura installés par-ci par-là, qui ne va pas prendre beaucoup de temps, parce que ce sont des équipements qui sont vraiment sophistiqués, qui ne vont pas prendre beaucoup de temps, et une fois installés, je crois, de moins d'un mois, nous pouvons voir ce projet se matérialiser. C'est un projet qui entre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réagi Maître Bernard Takaïché et d'ajouter lutter contre la corruption et la fraude figure parmi les priorités du ministère de la Justice. C'est pourquoi nous allons nous impliquer pour sa réalisation, a conclu le vice-ministre de la Justice. Suivez à présent l'extrait du discours du président AU de l'UDPS, Jean-Marc Kaboundou Kabound, à l'occasion du 38e anniversaire d'existence de ces partis présidentiels. L'UDPS salue avec satisfaction
les récentes nominations intervenues dans la magistrature. Si nous félicitons le nouveau promu, nous attirons cependant leur attention sur la nécessité de rendre une justice équitable pour tous, sans exception ni favoritisme. Plus qu'une attente, c'est pour nous à la fois une conviction profonde et un combat. Car, conformément à la maxime, la justice élève une nation, l'UDPS a consacré des années de sa lutte pour un état de droit dont la justice constitue le principal pilier. À ce titre, jamais nous n'accepterons une justice à double ou triple vitesse. Celle des riches contre les pauvres, celle des étrangers contre les nationaux et celle des puissants contre les faibles. Nous y veillerons, car il ne peut y avoir un état de droit que là où la loi est plus forte que ceux qui veulent la violer. Nos lois ne peuvent en aucun cas être des toiles d'araignée qui n'attrapent que des mouches, mais que les hirondelles rompent aisément. Nous attendons de notre appareil judiciaire une lutte acharnée contre la corruption et le détournement des deniers publics, car il ne peut y avoir de développement ni de la justice sociale si ces antivaleurs sont érigées à mode de gestion. Avec nous sur ces plateaux, notre confrère Serge Merlin-Mata qui va nous faire la lecture des journaux parus ce matin. Bonjour Serge, qu'en est-il avec le partage des entreprises? Selon le journal Forum des As, par exemple, qui publie cet article ce matin, pas de bruit lorsqu'on parle des choses ultra sérieuses, commente le journal Forum des As. Évidemment, le partage des entreprises entre les fonds communs pour le Congo et les CAP pour les changements au cash ne commande pas une table rase, estime le journal Forum des As, des mandataires bénéficiant de la confiance de leurs familles politiques qui pourraient, au conditionnel, les dit du journal, garder les postes dépenses. Le journal Forum des As, c'est pourrait être évidemment également les débuts du compte à rebours pour les journaux Les Potentiels qui relaient donc la même information. Les noms sélectionnés dans l'équipe Ilunga Ilukamba, c'est dit les mêmes journaux Les Potentiels se réchauffent donc sur les bancs d'attente. Autre chose, Serge Merlin-Mata, les Maximum dit qu'il s'agit de martyrs de l'indépendance, les compagnons de Lumumba, 59 ans déjà. Qu'en est-il? Oui, au total, de ces compagnons ont payé les prix de leur fidélité à cette icône de la lutte indépendantiste. Tout nous dit les journaux en les citant donc à tour de rôle. Les journaux Les Maximum parlent donc d'un épisode douloureux de l'histoire de la République démocratique du Congo, enfoui dans les oubliettes par les falsificateurs et architectes du plan macabre ayant également occasionné la descente aux enfers du pays après l'indépendance. Les journaux Les Maximum prit donc la communauté nationale d'avoir une pensée pieuse à l'égard des illustres disparus à l'occasion du 59e anniversaire de la commémoration de ces crimes odieux, et ce, nous dit les journaux, pour les sacrifices suprêmes de leur devoir patriotique également, visant donc un Congo au prospère, conclut le journal Les Maximum. Oui Serge, pour terminer cette interrogation, les coronavirus chinois, peut-on en guérir? Et déjà, d'après les quotidiens français, la Libération, 5000 cas de guérison ont été enregistrés de par le monde. Selon le quotidien français Libération, le virus Covid-19, coronavirus, a certes déjà tué plus d'1 millier de personnes, mais le nombre de cas de guérison est bien également supérieur. Les taux de mortalité, selon les journaux français, restent pour l'instant faibles. Néanmoins, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, craint une propagation mondiale plus importante. Entre-temps, d'après les journaux Le Monde, l'inquiétude monte au Japon, également en Corée du Sud, estime les quotidiens français Le Monde. Optimisme donc
en Chine. Voilà pour l'essentiel. Merci beaucoup Serge Merlamata. Merci également à Amamita Bangoulou qui a réalisé ce journal et qui est coordonné par Joël Lungenza.